David Johnston est un homme qui a servi ce pays de façon extraordinaire toute sa vie. Il était reconnu par des politiciens de tous les différents partis comme étant un homme de qualité et d'intégrité. Justin Trudeau à la défense de David Johnston, dont l'intégrité et la rigueur sont sans reproche, dit-il. Le passé du nouveau rapporteur spécial nommé par le premier ministre, particulièrement ses liens avec la Fondation Trudeau, ont alimenté cette semaine les critiques des partis d'opposition. C'est Justin Trudeau qui a sémé le chaos dans notre démocratie. Et c'est aussi lui qui a décidé de nommer un membre de la Fondation Trudeau, un organisme qui a été financé par Pékin, pour faire ce travail de rapporteur. Justin Trudeau choisit encore un proche. Être proche de quelqu'un au point d'être défini par le premier ministre lui-même comme étant un ami de la famille permet de croire qu'on aura une petite gêne avant de faire le contraire de ce que notre ami souhaite. Johnston peut-il calmer les choses pour le gouvernement dans le dossier de l'ingérence étrangère? Voyons voir ce qu'en pensent mes collaborateurs. Alec Castonguay est animateur de Midi Info ici Première. Chantal Hébert, chroniqueur au Toronto Star et au magazine L'Actualité. Et Michel Séauger est chroniqueur politique à la presse et Radio-Canada. Bonjour à vous trois. Bonjour. Michel, je commence avec vous. Est-ce que M. Johnston, c'était le bon candidat dans ce poste? Il n'y a personne qui a un curriculum vitae aussi étincelant que M. Johnston, nommé par les libéraux à certains postes, nommé gouverneur général par les conservateurs. La Fondation Trudeau, c'est pas une succursale du Parti libéral, c'est une fondation à but non lucratif. À un moment donné, tout le monde, à un moment donné, a un lien avec un parti ou un autre. Alors, il n'y a personne qui remet en question vraiment, sauf pour des raisons partisanes, la compétence de M. Johnston. Ce qui est en cause, c'est pourquoi est-ce que le premier ministre prend une autre personne, une tierce personne pour décider de quelque chose qui est la prérogative du premier ministre, c'est-à-dire de faire une enquête publique. Ça, c'est contestable et on peut très certainement avoir un débat là-dessus. Sur la personnalité de M. Johnston, bien franchement, je ne trouve pas que c'est un mauvais choix. C'est une mauvaise idée que de l'avoir, ce rapporteur spécial-là, oui. Non, entre le choix et l'idée. Chantal. Oui, j'ai absolument aucun doute, ayant vu la feuille de route de David Johnston, qu'on a quand même vu aller pendant longtemps, j'ai absolument aucun doute qu'au moment où il va faire ses recommandations, son premier souci, ce ne sera pas de se dire est-ce que je peux en faire une qui ne fera pas de dommages politiques à Justin Trudeau, mon ami et mon ex-voisin. On lui fait en fait un mauvais procès alors qu'on devrait faire plutôt un procès au premier ministre pour cette idée qu'il délègue sa responsabilité à quelqu'un d'autre, comme si tout à coup, comme premier ministre, il ne pouvait pas prendre des décisions. Écoutez, Pierre Poilievre a la mémoire extraordinairement sélective. Si tout ce que M. Johnston avait fait dans la vie, c'est piloter la Fondation Trudeau, qui, en passant, s'occupe de donner des bourses à des étudiants, et au sein de laquelle, comme mentor d'un étudiant, j'ai fréquenté aussi bien Denise Bombardier, était un peu après moi quand même, mais Chuck Strahl, qui était un député fondateur du Parti réformiste. Alors, on repassera pour les accointances. Mais on lui fait ce mauvais procès alors qu'on devrait plutôt s'interroger sur la décision du premier ministre de s'en remettre à quelqu'un d'autre pour prendre une décision. J'écoutais ce matin, vendredi matin, c'est le 20e anniversaire de la décision de Jean Chrétien de ne pas aller en Irak. Un premier ministre s'est payé pour prendre ce genre de décision difficile-là. Ça inclut la décision nettement plus simple de décider si on fait ou non une révision judiciaire ou une commission d'enquête publique ou rien du tout sur un dossier comme l'ingérence chinoise. Alec, clairement, M. Trudeau tente de gagner du temps. Est-ce que c'est la bonne marche à suivre? Est-ce que c'est pas plus dommageable pour lui d'aller dans cette direction-là? Bien, ce qui est le plus difficile pour David Johnston, c'est que, écoutez, on lui donne un mandat où il peut à peu près faire tout ce qu'il veut, c'est-à-dire recommander une commission d'enquête publique, non publique. Il pourrait faire un processus de révision judiciaire. Il pourrait recommander autre chose. Dans la réalité, c'est que le temps a tellement été long entre l'annonce du rapporteur spécial. En fait, même le temps a été très long entre le début de la controverse,
Le moment où on a dit qu'on allait nommer un rapporteur spécial et le moment où on le connaît, il s'est passé presque un mois, un très long mois où il y a eu beaucoup de révélations, de sorte que même si David Johnston a comme mandat de recommander ce qu'il veut, en réalité, peut-il vraiment recommander ce qu'il veut? Parce que je pense qu'actuellement, on l'a un peu mis dans une boîte, parce que s'il recommande autre chose qu'une enquête publique, automatiquement, on va dire, bien, tout ça pour ça, les partis d'opposition avaient raison, on essaie de ménager le gouvernement en place. C'est comme si David Johnston acceptait un mandat où il est menotté. Il n'a presque pas le choix de recommander quelque chose d'assez costaud, même s'il juge que peut-être il y aurait d'autres façons de le faire. Peut-il vraiment aller là sans soulever de tempête politique et donc miner le processus de révision? Je ne suis pas certain. J'ai comme l'impression qu'on a un peu écrit d'avance ses conclusions parce qu'on a pris trop de temps, parce qu'on a tergiversé et parce qu'on a essayé de jouer l'horloge du côté du gouvernement. Ça pourrait se retourner contre eux et ne pas avoir le choix de déclencher l'enquête publique quand un jour on va remettre son rapport, M. Johnston. Bon, j'ai vu un chemin de tête, Chantal. Qu'est-ce qu'il a gagné, dans le fond, M. Trudeau, là-dedans? Rendu à maintenant, je ne sais pas s'il s'imagine qu'il y a quelque chose à gagner, à part peut-être du temps. Mais il y a des gens qui ont comparé sa démarche à celle de Stephen Harper. Rappelez-vous, il avait fait appel à la même personne, une autre chose que Pierre Poilievre semble avoir oublié, pour établir le cadre de l'enquête sur les relations entre Brian Mulroney et le lobbyiste Karl-Heinz Schreiber, la commission Oliphant. Mais il y a une grosse différence. Monsieur Harper avait dit qu'il va y avoir une enquête. Et il avait demandé à quelqu'un d'autre que lui, pour toutes sortes de raisons de proximité, de conflit d'intérêts, de malaise, de définir les termes et le cadre de cette enquête-là. Il n'y a rien qui aurait empêché Justin Trudeau de faire la même chose avec M. Johnston. En fait, ça aurait probablement marché. Mais maintenant, je suis d'accord avec Alex, c'est comme si Justin Trudeau avait dit « Le train de cette enquête publique a quitté la gare malgré moi. Je ne peux pas l'arrêter. Alors, je vais lancer M. Johnston sur la voie, voir s'il se fait écraser à ma place. Parce qu'il n'arrêtera pas le train. » OK. C'est pas un rôle particulièrement flatteur que vous lui donnez. Est-ce que, Michel, est-ce qu'il y a encore une option là-dedans pour le gouvernement de calmer le jeu? Est-ce que ça peut encore faire baisser la pression qui semblait être énorme là, en début la semaine dernière? Il n'essaie pas de calmer le jeu, le gouvernement, il joue l'horloge. Il a mis un autre délai, un délai supplémentaire là-dedans. Au moment où on est rendu dans l'année, on risque d'avoir la décision de M. Johnson proche de la fin de la session parlementaire ou peut-être même après l'ajournement de la Chambre. Ça ferait bien son affaire. Ça peut arriver beaucoup plus tôt aussi. Mais je veux dire, on n'est même pas dans une façon de calmer le jeu. Il va y avoir des événements. Il va y avoir M. Biden qui arrive, qui vont enlever un peu de pression, mais ça va revenir. Ça s'en va pas, la question de l'interférence chinoise. C'est trop sérieux. On n'a pas vu de menace à la démocratie canadienne comme ça, si tant est qu'il y en ait eu une, de façon aussi sérieuse depuis très, très longtemps. Alors, c'est sûr que ça s'en ira pas. Chantal, rapidement. Bon, au fil des fuites, ça gagne la politique provinciale. À titre d'exemple, ce qui est arrivé en Ontario dans le caucus de M. Ford, c'est la politique municipale à Vancouver qui met le maire élu dans l'embarras, ce qui est quand même pas une petite chose là, pour la Colombie-Britannique. Quand vous additionnez tout ça, la seule bonne nouvelle pour les libéraux jusqu'à présent, c'est que ça fait pas vraiment bouger l'aiguille des intentions de vote, selon moi en partie parce que le Parti conservateur, M. Poilievre, sont allés beaucoup trop loin et vont beaucoup trop loin dans leur façon de plaider la cause d'une enquête publique, encore une fois cette semaine, en faisant un procès à David Johnston. Bon. On va s'arrêter là-dessus, sur ce sujet-là, parce que clairement, on n'a pas fini d'en parler. Ça va revenir dans les prochaines semaines. Alex, je veux vous entendre sur... Là, on va faire un peu de projection. Premier budget du second mandat de la CAQ, M. Girard, qui dépose ça mardi. Qu'est-ce que vous voulez voir là-dedans? À quoi vous vous attendez de l'exercice de M. Girard? Je m'attends à ce que le gouvernement respecte les baisses d'impôts qu'il a promises en campagne électorale, même s'il y a des critiques assez nombreuses qui disent qu'on devrait peut-être utiliser ces 2 milliards-là de dollars par année à d'autres fins. Donc ça, je pense que ça va être dans le budget. C'est une promesse, on ne va pas y renoncer. On a même fait une partie de la campagne électorale dans Saint-Henri-Sainte-Anne avec des pancartes disant baisse d'impôts dès 2023. Je ne m'attends pas à ce que le ministre Girard recule là-dessus. Pour le reste,
Les missions importantes de l'État, l'éducation, la santé vont avoir des budgets. On ne sera pas dans l'austérité, on ne sera pas dans les restrictions. Mais je ne m'attends pas à d'autres feux d'artifice. Je pense que le gouvernement veut montrer, un peu comme on va le faire à Ottawa la semaine suivante, une certaine rigueur budgétaire, ne pas ajouter à l'inflation ambiante, montrer qu'on gère bien les finances publiques. Il y a peut-être une récession qui s'en vient. Donc, on ne va pas dépenser à tout vent en se disant on ne sait pas ce qui s'en vient éventuellement. Il ne faut pas oublier qu'Éric Girard est un conservateur à la base. C'est quelqu'un qui n'est pas dépensier plus qu'il ne le faut. Et là, je pense qu'il a le mandat de donner ce qu'il faut un peu à tout le monde, mais de ne pas en faire plus que le client en demande. Donc, un budget qui va respecter quand même un cadre assez serré. Puis, je m'attends un peu à la même chose de Chrystia Freeland. Donc, pas de grande surprise. Je pense que ça va être un budget assez prévisible. Bon, Michel, puis ensuite Chantal là-dessus. M. Girard est un conservateur, vient de dire Alex, c'est vrai. Je pense que le conservateur en lui ne les ferait pas, les baisses d'impôts à ce moment-ci, mais que c'est une commande politique du premier ministre. Après tout, il s'est fait élire là-dessus. Alors, il veut remplir son mandat. De la même façon que M. Girard est allé faire une réforme des pensions, lui aussi, je suis tenté de dire parce qu'il est arrivé en France cette semaine, mais que son premier ministre lui a dit non, ça passe pas, cette idée de faire attendre des gens à 62 ans pour pouvoir commencer à prendre le régime des rentes, et M. Girard s'est exécuté. Alors, c'est un budget, on tient nos promesses, on brasse pas la cage, et on finance correctement, dans la mesure du possible, les grandes missions de l'État, sans faire de l'austérité et des coupures. Et Chantal? Bon, dans celui du Québec, les baisses d'impôts, ça, c'est ce qu'on verra vraisemblablement pas, en tout cas pas à cette échelle-là, dans le budget de la semaine suivante à Ottawa. Ce qu'on va voir dans celui du Québec, par contre, c'est l'argent du fédéral pour la santé qui va rentrer et qui allait rentrer de toute façon, de façon assez importante à cause de l'inflation. Ouais. Mais autrement, j'ai comme l'impression que c'est pas un budget qui va faire jaser vraiment longtemps, mais contrairement à celui de la semaine suivante, la survie du gouvernement en dépend pas. Un autre événement qu'on va surveiller la semaine prochaine, 2 jours après le budget de M. Girard, c'est l'arrivée au Canada de M. Biden pour la première visite en personne. On va parler d'économie, on va parler de migration irrégulière. Michel, je commence avec vous. Comment on mesure le succès de ce sommet? Il faut justement pas avoir une liste de choses à cocher dans un sommet comme celui-là, parce qu'on va toujours être déçu. Si les gens s'attendent, par exemple, à ce qu'on règle le chemin Roxham pendant les 36 heures où M. Biden va être à Ottawa, ça se fera pas comme ça. D'ailleurs, c'est assez amusant de voir la liste qu'a publiée la Maison-Blanche quand ils ont donné l'agenda de la visite. L'immigration irrégulière était au 7e et dernier rang du sujet abordé. Alors peut-être ça donne une idée de combien c'est important pour la partie américaine, en tout cas. Mais quand 2 chefs d'État du G7 se rencontrent, ils parlent pas juste de leurs problèmes réciproques, ils parlent aussi de la situation internationale. Et c'est clair que la situation en Ukraine, le voyage que le président chinois va faire à Moscou la semaine prochaine va être à l'ordre du jour, peut-être bien plus que les irritants de la frontière nord des États-Unis. Alec, votre mesure du succès pour la rencontre? Bien, on vient de parler à quel point Justin Trudeau est un peu fragilisé par toute l'histoire de l'ingérence chinoise. Je ne m'attends pas donc à ce qu'on fasse monter les attentes pour risquer d'avoir un mauvais sommet. Je pense qu'au contraire, on a besoin de bonnes nouvelles et que tout se passe bien. Je pense que Joe Biden, qui est un démocrate, qui est assez près philosophiquement de Justin Trudeau, ne va pas faire non plus exprès. Alors, je ne m'attends pas à ce qu'il y ait de grandes nouvelles qui sortent. On va parler d'économie, on va parler de coopération en environnement. On est sur la même longueur d'onde pour l'Ukraine. Ce sera des sujets assez tarte aux pommes, si je puis dire, là, dans la mesure où tout le monde va probablement s'entendre. Je pense qu'on va parler d'immigration irrégulière. Je ne pense pas que ça va faire partie du communiqué final. Je ne pense pas qu'on va avoir une annonce à faire. Je pense qu'on va en parler parce qu'il y a peut-être un rôle que le Canada pourrait jouer parce que les Américains essaient d'améliorer les conditions de vie des pays où l'immigration pousse vers les États-Unis, là, en Amérique latine, en Amérique centrale. Je pense que Joe Biden voudrait bien que le Canada donne un coup de main dans ces pays-là pour améliorer les conditions de vie, de l'aide internationale, ainsi de suite. On va en parler de manière générale. Je ne pense pas qu'il va y avoir quelque chose de très particulier. On ne va pas régler, je suis d'accord avec Michel, le chemin Roxham la semaine prochaine. Pas de grosses attentes, Chantal? Pas de grosses attentes? Comment vous voyez ça, vous? Non. Justin Trudeau aimerait des progrès sur le chemin Roxham, mais Joe Biden aimerait que le Canada se commette à envoyer une force de sécurité en Haïti. Dans un cas comme dans l'autre, ça arrivera vraisemblablement pas. Il y a un sujet que tout le monde surveille, et c'est toujours le même, c'est celui du protectionnisme américain et l'idée que les projets
ou la loi anti-inflation de Joe Biden, certaines de ces dispositions où il est question seulement d'Amérique, comme dans les États-Unis, soient élargies, comme dans le cas du marché automobile, pour parler de Canada et États-Unis, à défaut de parler d'Amérique du Nord. Non. On va surveiller donc le côté économique davantage, puis on verra ce qui se passe du côté de Roxham puis de la migration irrégulière. Alex, Chantal, Michel, merci d'avoir été là. À dimanche prochain. Au revoir. Au revoir. Au revoir.